Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia et vous écoutez Prime Time, le podcast dédié aux femmes qui évoluent dans le secteur qui rend heureux, le divertissement. Sur Prime Time, j'aurai le plaisir de recevoir des femmes occupant un poste dans un des différents secteurs qui composent l'industrie du divertissement, de l'animation à la série, en passant par le jeu vidéo. Chaque semaine, nous parlerons de marketing, de communication, de relations presse et public et de tout ce qui touche de près ou de loin au business dans le divertissement. Pour ce tout premier épisode de Prime Time, nous accueillons Sarah Khemiri. Sarah a 33 ans, elle vient du 93 et elle a passé 10 ans dans un grand groupe international en tant que marketing manager. Autant vous dire que c'est un parcours parfait pour commencer Prime Time. Après ces 10 ans, elle bascule dans le monde de la start-up, un défi et un choix qui la comblent aujourd'hui. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire, nous explique son métier et comment des rencontres l'ont marquée et ont impacté ses choix et sa carrière. C'est une conversation qui a été importante pour moi. Je me suis beaucoup reconnue en Sarah et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront en elle aussi. On a aussi parlé de ses outils préférés, de ses meilleurs souvenirs et elle m'a raconté le shift qu'elle a opéré en passant d'une multinationale à une start-up française. Mais le mieux, c'est encore de l'écouter en parler, alors tout de suite, place à la discussion. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce premier épisode de Prime Time. Je suis ravie de t'avoir avec nous. J'ai plein de questions à te poser parce que tu as un parcours hyper fascinant et vraiment le parcours de rêve quand on veut rentrer dans l'univers du divertissement. Et avant toute chose, comme tu le sais, dans ce podcast, on parle de femmes qui travaillent dans le divertissement. Ça recoupe pas mal de secteurs différents. Et la première question que je voudrais te poser, c'est de savoir ce que ça signifie pour toi le divertissement. Alors d'abord, merci de m'accueillir pour ce premier épisode. Je suis ravie d'être là pour mettre un peu la lumière sur toutes ces femmes de notre secteur favori. Pour moi, le divertissement, c'est vraiment initialement le pouvoir d'avoir pendant un temps aidé les autres à se sortir de leurs préoccupations, que ce soit par la culture, par l'humour, réussir un peu à distiller de l'émotion chez son interlocuteur et chez les autres. Ok, merci beaucoup. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, j'aimerais bien revenir sur ce qu'on appelle dans le cinéma tes origins. Est-ce que dans ton enfance, il y a des choses qui t'ont amené vers ça, qui t'ont mené vers le divertissement, plus particulièrement la série, puisque c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin dans ce podcast. Toi, t'es très focalisée sur la série télévisée. Du coup, j'aimerais bien savoir qui est la petite Sarah à 13 ans. Est-ce qu'elle rêve déjà de cette carrière-là et est-ce qu'elle sait déjà que c'est ce qu'elle va faire de sa vie? Alors pas du tout. La petite Sarah à 13 ans, elle a une seule obsession, c'est de faire une école de commerce. Elle sait pas du tout dans quoi travailler, elle sait pas du tout dans quel secteur, elle sait pas quel métier, mais elle sait qu'elle veut faire une école de commerce. Je pense qu'à l'époque, l'influence et l'expérience de mes parents, qui sont tous les deux issus de l'immigration et qui m'ont un peu toujours poussée à me dépasser, ont fait que quand j'étais, on va dire, pré-ado, voilà, j'avais cette obsession d'aller vers l'élite, puisqu'en plus, évidemment, je voulais faire HEC à l'époque. Et puis après, avec le temps, on grandit. Moi, j'ai fait des rencontres et il y a deux rencontres qui ont un peu changé justement ma vision de ça. La première, c'est pas vraiment une rencontre, mais ma voisine de l'époque était en prépa pour faire une grande école et a tombé dans une dépression, et je me rappelle que ça m'avait profondément marquée parce que je l'ai vue vraiment se métamorphoser au fur et à mesure du temps, et je pense qu'un certain trauma de la prépa et de l'école de commerce a commencé à s'installer en moi. Donc j'ai commencé petit à petit à lâcher un peu cette obsession, et puis ensuite, en arrivant au lycée, j'ai une seconde rencontre qui a pour le coup été décisive. Moi, j'ai toujours été passionnée par les langues. J'ai toujours aimé évidemment les séries télé, la musique, etc. Et donc particulièrement l'anglais. Et c'est mon prof d'anglais qui m'a ouvert les yeux quand j'étais en première sur une filiale qui s'appelle LEA, qui est langue étrangère appliquée, donc à la fac, donc rien à voir avec une école de commerce. Et il m'avait un peu poussée vers cette formation.
parce que j'étais un peu perdue comme beaucoup de jeunes, je pense, à ce moment-là. D'ailleurs, j'avais même mis fac de psycho Paris 7 dans mes vues en terminale, donc au final, c'est un peu un heureux hasard que je me sois retrouvée à suivre cette formation de LEA. C'est marrant parce qu'on a un petit peu le même parcours. Moi aussi, c'est les langues qui m'ont mené vers le divertissement au sens large, parce que l'anglais et parce que, pareil, prof d'anglais qui me dit écoute, il faut que tu fasses des langues après, il faut que tu ailles vers ça. Et en fait, petit à petit, je voulais pas être prof, donc les études de langue à la fac, ça m'a mené vers la com, le marketing, et puis un petit peu plus tard, le marketing pour le divertissement. Donc c'est assez marrant parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir ce parcours-là et qu'en fait, ce soit l'amour des langues qui nous mène vers tout ça. Du coup, maintenant, j'aimerais bien rentrer justement un petit peu plus en détail sur ce choix et ces études que tu as fait qui sont effectivement pas la classique école de commerce que souvent, en tout cas dans les métiers comme le tien ou comme le mien, les gens font. Toi, tu as été marketing manager notamment chez Sony Pictures Home Entertainment pendant 10 ans avant de rejoindre Seriously chez qui tu es actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au-delà de ce prof qui t'emmène vers les langues et qui te pousse à aller vers ça, ce choix d'école et puis ton parcours universitaire et comment ça t'a amené à rentrer dans le milieu du divertissement qui est un milieu assez fermé, mais on verra ça un peu plus tard. Ouais, alors au final, c'est vrai qu'après après cette expérience au lycée avec ce prof, donc j'ai choisi cette formation de LEA, alors donc à la fac de Paris-Est Marne-la-Vallée, qui était près de chez moi. Donc j'ai fait une licence en 3 ans qui était en fait une licence assez enrichissante et très complète parce qu'on avait à la fois un espèce de prisme, on va dire professionnel avec des cours de marketing, des cours de droit, etc. Et puis en parallèle à ça, on avait énormément de cours de langue pure avec, alors c'était une licence en double langue, donc anglais-espagnol. Moi j'étais une quiche en espagnol, donc il fallait que je maintienne de bonnes notes pour être déjà diplômée et puis pour pouvoir trouver un métier en sortant de ça qui soit somme toute assez intéressant. Après, je savais toujours pas à ce moment-là quel genre de métier je voulais faire. J'ai enchaîné ensuite par un master en commerce international parce que le marketing et les premiers cours de marketing que j'avais fait commençaient, on va dire, un petit peu à m'intéresser. Quand j'étais en M1, j'ai enseigné l'anglais à des ingénieurs en job étudiant. Donc c'était hyper intéressant. J'ai toujours trouvé l'enseignement enrichissant et passionnant, mais j'avais pas vraiment d'étincelle, quoi. Il y avait pas vraiment le truc qui disait que voilà, je me suis dit ok, je sors de cette formation et je vais être prof. Et il y a un moment qui a été assez décisif, c'est j'ai fait un stage en fait en fin d'année de licence qui a tout changé pour moi. J'ai fait une petite mission marketing dans une boîte en finance et ça m'a complètement dégoûtée de cet univers. Ça a été un peu ma vraie première expérience professionnelle dans une entreprise. Et je me suis rendu compte vraiment à ce moment-là, donc j'ai fait 3 mois, les gens étaient très sympas, etc. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était absolument impossible pour moi de tenir 40, 50 ou je sais pas combien de dizaines d'années à me réveiller tous les matins si j'avais pas un métier qui me passionnait dans un secteur qui me passionnait. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à creuser, à me poser des questions sur ce que j'aime. Tout simplement, moi je savais que j'aimais le cinéma, j'aimais le théâtre, j'aimais la culture, j'aimais les jeux vidéo et j'ai commencé à m'intéresser à l'entertainment. J'ai fini par écrire mon mémoire sur le marché du cinéma américain parce que j'adorais bien sûr aussi également les États-Unis pour pouvoir me donner une chance en fait de trouver un stage dans ce secteur-là pour le stage de fin d'année en M2. Ok, donc du coup, tu fais ce mémoire, tu finis ton M2, tu cherches ce stage, donc stage et pas alternance. Et là, vers quoi tu te tournes pour trouver un stage? Et du coup, si tu peux nous le dire, chez qui est-ce que tu atterris? Alors, je crois que la plus grande difficulté qu'on avait à l'époque à la fac par rapport aux écoles de commerce, c'était vraiment le réseau. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, j'espère vraiment que ça s'est amélioré. Moi, pour ma part, à ce moment-là, je ne connaissais personne dans le secteur du cinéma, je connaissais personne dans la musique. J'ai donc en fait tapé à toutes les portes. J'ai commencé à aller en mode old school, déposer mon CV à tous les sièges. J'ai fait une liste de toutes les marques, toutes les boîtes, voilà, qui pouvaient m'intéresser. Je crois que j'ai envoyé peut-être une centaine de CV,
un peu plus. J'allais sur Viadeo pour chercher des noms, parce qu'à l'époque, LinkedIn n'était pas encore, on va dire, number one sur la prospection. C'était encore Viadeo. J'ai inventé des adresses email pour écrire à ces gens-là à leur poste. Et je crois qu'avec tout ça, j'ai eu peut-être un peu moins d'une dizaine d'entretiens. Et il y a 3 boîtes qui m'avaient retenu. Il y avait donc Sony Home Entertainment, Fox et la Fnac. Et puis j'ai fini par choisir SPHE parce que alors j'avais eu déjà un bon feeling pendant l'entretien, je m'en rappelle très bien. Et c'était intéressant de voir aussi, j'étais curieuse de connaître l'expérience dans un groupe aussi gros, parce que Sony, aujourd'hui, c'est une marque qu'on ne retient pas nécessairement que pour le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est PlayStation, c'est les téléviseurs, à l'époque, c'était les ordinateurs aussi, beaucoup de high-tech, etc. Donc je me suis dit, bah écoute, allons là-dedans, et j'ai commencé au final 6 mois de stage, et je suis partie 9 ans, un peu plus de 9 ans plus tard. Ouais, donc c'est ça qui est complètement, vraiment moi qui m'a marqué sur ton parcours quand je faisais mes recherches. Puis la première fois qu'on s'est parlé, au téléphone, c'est assez hallucinant. Donc tu as dû bosser, évidemment, comme une malade, et puis vraiment t'éclater, parce que donc tu arrives en stage chez, Sony Pictures Home Entertainment, donc à Paris, hein, si je me trompe pas? Ouais, à Suresnes, très exactement. À Suresnes, très exactement. Donc, OK, juste à côté de Paris. Déjà, on sait que donc c'est une industrie qui est extrêmement difficile à pénétrer. En plus de ça, tu pars d'un parcours universitaire, qui, et c'est pas normal à mon sens, mais bon, c'est le cas, c'était sûrement le cas encore plus, à ce moment-là, et pas le parcours classique, où ils vont chercher leurs stagiaires. Et tu rentres dans un énorme groupe, et en plus de ça, tu t'évolues, puisque tu évolues assez rapidement, tu es rapidement promu au sein de Sony. Et ça, c'est assez incroyable. Tu y restes pratiquement 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce cheminement du stage au, j'imagine, CDI? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été naturel? Est-ce que tu as eu la sensation de devoir te battre énormément? Est-ce que tu avais une très grande ambition de rester là, de gagner ta place pour le long terme chez Sony, ou pas du tout quand tu y arrives? Alors, ça a été assez difficile au début. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui commencent justement dans le monde du travail. Moi, il faut savoir que j'ai rejoint un secteur, donc le home entertainment ou le secteur vidéo, qui commençait déjà à décroître à l'époque. Donc, c'était absolument pas un secteur neuf en pleine croissance. Donc, j'ai fait ce premier stage, et puis par chance, j'ai eu l'opportunité ensuite de remplacer quelqu'un qui est parti en congé maternité pendant 9 mois. Donc, j'ai eu un premier CDD. Et puis suite à ce premier CDD, j'ai eu un second CDD côté commercial, cette fois justement dans l'équipe VOD qui commençait tout juste à se construire, donc pendant 6 mois. Donc voilà, j'ai fait un petit peu plus d'1 an comme ça à enchaîner les petits contrats, et puis j'ai eu enfin le fameux Graal du CDI en tant que chef de produit marketing en 2012, alors que j'avais rejoint voilà, mon stage s'était déroulé fin 2009. Je crois que un des éléments on va dire les plus intéressants dans ce parcours, c'est que pour moi c'était indispensable que je reste dans cette société, parce que je savais à quel point ça allait être compliqué de trouver une autre opportunité dans ce secteur. J'étais arrivée j'avais passé un stage incroyable dans une équipe vraiment géniale. On était vraiment une petite famille, ça se passait très très bien. Et puis j'étais arrivée dans une société qui pour moi c'était un rêve. Je pense que au collège, au lycée, jamais je me serais imaginée travailler comme ça dans un grand groupe, quitter mon 93, quitter mes parents et réussir là-dedans. Dans un groupe américain qui plus est, donc c'était pour moi le rêve absolu ce job. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de mon mieux pour me rendre indispensable. Une majorité des gens de l'équipe, et notamment de l'équipe marketing, étaient là depuis un petit moment. Je crois qu'il y a eu aussi un concours de circonstances, parce qu'au moment où j'arrivais, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, notamment pour les marques, et moi j'étais assez calée là-dedans. C'est quelque chose qui me passionnait, donc j'ai utilisé mon expérience et mes connaissances pour justement les accompagner aussi à ce niveau-là, parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins à l'aise à l'époque. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours été ambitieuse. Je me suis toujours donné des objectifs hyper élevés pour essayer de les atteindre. Donc j'ai pas eu peur de prendre des responsabilités hyper rapidement pendant le stage. J'avais la niaque, et puis encore une fois, j'étais tellement heureuse d'avoir pu entrer dans ce secteur, et
et de travailler sur des films. Alors oui, c'était des DVD, etc. Mais pour moi, c'était fou. Donc je mettais vraiment toute mon énergie dans mon job et je pense que ça a au final effectivement un peu payé. Ouais, en effet, ça a l'air d'avoir payé. Justement, en fait, ça mène un petit peu à ma question suivante. Effectivement, tu le dis toi-même très bien, qu'une fois on a décroché, même un stage, même un CDD, on sait très bien que le but, c'est d'y rester parce que l'industrie est assez fermée, même en interne et que donc il faut être celui qui a le plus la niaque pour y rester parce que les places sont très chères, les postes se libèrent rarement, et ça, donc ça, tu l'as vécu au début de ta carrière, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, voire pesé, tout au long du reste de ta carrière après? Alors je crois que ce qui m'a marqué, alors surtout au début, c'est qu'effectivement, bon, il a fallu se battre pour vraiment décrocher ce contrat. J'ai eu la chance d'avoir une manager qui a aussi tout fait à ce moment-là pour me garder et m'embaucher. Mais j'étais dans un milieu, voilà, certaines personnes dans cette boîte étaient là depuis une trentaine d'années. C'est une génération qui reste à des postes parfois pendant toute une carrière, et même au sein de l'équipe marketing, voilà, ça se bougeait pas trop, donc les places étaient très chères. Et puis il y a un autre truc moi qui m'a énormément marqué une fois avoir pris mes marques, etc., et avoir on va dire, eu un petit peu plus de seniorité, c'est qu'il y a aussi beaucoup au sein même de l'entertainment, il y a aussi beaucoup de distance entre les secteurs. Moi j'ai travaillé donc dans ce secteur de la vidéo, donc du DVD, de la VOD, etc. C'est un peu considéré comme le fast-food du cinéma et de la culture. C'est extrêmement industriel. On négocie des produits. On est dans des supermarchés, des hypermarchés. On est un peu moins bien vu, on va dire, que d'autres, comme par exemple les gens qui travaillent vraiment dans le cinéma ou dans le théâtre. Au final, c'est même pas en étant dans l'industrie qu'on est forcément mieux loti. Par exemple, moi, je sais que j'avais beaucoup plus d'opportunités de partir et de pondre d'aller travailler dans le jeu vidéo que de pouvoir rejoindre le cinéma. Ce qui est pourtant assez étonnant quand on y pense, mais voilà, il y avait une certaine proximité entre les métiers. Donc moi, c'est surtout ça que j'ai trouvé un peu dommage, parce que malgré tout, il y a encore certaines fiertés à travailler dans un secteur culturel. Donc les gens sont peut-être un peu plus difficiles à atteindre. Ouais, mais du coup, donc toi, c'est ta manager que t'as eu, j'imagine, à l'arrivée à ton stage, qui a fait en sorte aussi de te faire rester, parce que j'imagine qu'elle voulait travailler avec toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est resté un mentor pour toi pendant ta carrière de 10 ans chez Sony, ou est-ce que tu as trouvé d'autres gens au sein du groupe ou encore à l'extérieur pour apprendre et t'inspirer? Parce que encore une fois, c'est une industrie qui est très très fermée. Moi, je sais que dans les nombreux milieux dans lesquels je suis passée dans le divertissement, ça a toujours été quelque chose un petit peu enfoui en moi, il faut que je trouve quelqu'un ici qui va, une femme de préférence, qui va un petit peu me montrer par où je dois aller, me montrer ce que je dois faire, m'inspirer, me donner un exemple duquel m'inspirer. Est-ce que cette femme-là, ça a été quelque chose comme ça pour toi ou pas du tout? Ouais, absolument. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que tout au long de ma vie professionnelle, c'est des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont construit, on va dire, à ce niveau-là. Dans mon expérience chez Sony, il y a 2 femmes qui ont vraiment changé ma vie, pro et perso aussi d'ailleurs. Donc effectivement, la directrice marketing de l'époque, qui était une femme exceptionnelle. Un mentor qui m'a énormément appris sur le boulot. C'était un peu pour moi vraiment la manager parfaite. C'était une nana qui avait pas froid aux yeux, qui savait où elle allait, qui bossait, qui se donnait vraiment beaucoup de mal pour ses équipes, pour son boulot. Et elle était passionnée et passionnante aussi. Donc ça, c'était hyper, hyper intéressant. Et puis à son départ, c'est la chef de groupe, donc qui était ma manager pendant plusieurs années, qui a repris la main. Et avec elle, c'était une relation un peu différente, parce que j'avais déjà commencé à prendre mes marques, j'étais déjà senior à ce moment-là. Mais c'était davantage, on va dire, de la connaissance personnelle, puisqu'elle m'a fait évoluer. Elle m'a accompagnée. On n'a pas une très grande différence d'âge, ce qui est différent avec ce qui n'était pas le cas avec la directrice marketing. Et là, c'était un peu voilà quoi. Elle m'a pris sous son aile et elle m'a aidé à m'améliorer au fur et à mesure du temps. Et j'ai réussi à faire des choses, je pense, que je n'aurais jamais été capable de faire sans elle, quoi. Et tu considères que
que c'est vraiment important de trouver ces gens-là au fur et à mesure de sa carrière, à n'importe quel niveau d'ailleurs pour évoluer, pour se construire, et aller là où on veut aller? Je pense que c'est très important. J'ai l'impression malheureusement qu'en France, c'est quelque chose qu'on a qu'on a du mal à faire. Alors moi, j'ai travaillé aux États-Unis notamment, où justement le fait de ce qu'ils appellent l'empowerment, où voilà, les gens s'accompagnent et s'aident et t'es heureux quand tu fais évoluer ton équipe. C'est très important là-bas. En France, j'ai l'impression que quand tu arrives dans une boîte, on te demande vraiment d'être au top tout de suite. Alors que quand on le sait, quand on veut trouver un premier job, 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, on a le nombre de personnes qui ont effectivement envoyé des CV et qu'on leur dit, bah non, vous avez pas assez d'expérience. Bah oui, mais je veux chercher quelqu'un de junior, mais en même temps, vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience. À un moment donné, il faut aussi laisser aux jeunes diplômés le temps de prendre leur marque et d'apprendre, parce qu'au final, on continue d'apprendre toute notre vie. Moi, j'ai changé de métier, et je continue d'apprendre aujourd'hui, et je continuerai, je pense, d'apprendre jusqu'à ma retraite, parce que sinon, je vois pas déjà moi l'intérêt de travailler si on fait tout le temps la même chose et qu'on n'évolue pas. Et puis surtout, on est vite figé, donc on est vite dépassé. Donc forcément, il faut pouvoir se réinventer et s'adapter, quoi. C'est important de trouver ces gens-là. C'est important de pouvoir accompagner les autres moi pour ma part, j'ai formé, donc j'ai eu des équipes avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai managé. J'ai énormément essayé de faire passer cette passion déjà de l'entertainment. Je veux dire, on travaille dans des secteurs qui sont quand même hyper intéressant, hyper sexy. On vend pas des boîtes de petits pois. Alors j'ai rien contre le secteur de l'agroalimentaire, c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'il y a quand même, on est là pour un objectif bien particulier, c'est que les gens à qui on veut vendre un DVD, vendre un film, voilà, c'est qu'on a envie qu'ils passent un bon moment. On a envie qu'ils aient trouvé le bon contenu pour passer un bon moment en famille, entre amis ou seul. Et c'est important de pouvoir transmettre ça. Et si on ne se le transmet pas nous-mêmes déjà en travaillant dans ces sociétés-là, je vois pas comment on peut réussir à le transmettre aux autres. Mais il y a vraiment une question que je me pose moi. Alors moi, je suis passée aussi par un grand groupe très très rapidement. C'était une super expérience. Et vraiment, moi, j'espère y retourner un jour, même y passer brièvement, parce que je trouve que la dynamique qu'il y a dans un grand groupe est très très différente de la start-up. Là, actuellement, je suis dans une start-up, c'est hyper cool également, mais on viendra un petit peu aux différences que toi, tu as trouvées entre les deux un peu plus tard. Mais il y a quelque chose qui se retrouve vachement dans les grands groupes, on est quand même assez contraint par des process qui sont figés, qui sont surtout dans des multinationales comme Sony ou d'autres qui sont américaines initialement, et donc les process viennent de là et sont un peu exportés jusque chez nous. Quelle a été la part de liberté, de créativité pour toi dans ta carrière, dans ce grand groupe, et comment tu te démarques, toi, justement, pour évoluer, et 2, pour continuer de kiffer ton boulot tous les jours quand tu es très contraint par ce type de process? Alors, je crois que la chance qu'on avait, alors moi, bien sûr, évidemment, quand on fait partie d'un grand groupe comme ça, avec un énorme nom, on a fatalement moins de liberté, parce que, on doit passer par Londres, on doit passer par Los Angeles, il y a des process de validation très lourds. Oui, effectivement, c'est frustrant. Après, je crois que ce qui peut changer énormément la chose, ça reste quand même malgré tout le rôle des individuels là-dedans. Moi, je sais qu'en France, on avait un PDG qui nous faisait énormément confiance et qui nous encourageait à tester des choses, même si on échouait. Voilà. Donc on avait une espèce de culture de toute façon dans le secteur dans lequel on évoluait, on était obligé de faire des tests, on était obligé d'innover constamment. Donc du coup, on testait énormément de choses. Alors c'était pas nécessairement toujours validé par l'international, je sais pas si je peux le dire, mais voilà. Mais on avait quand même malgré tout cette liberté de pouvoir s'exprimer justement là-dedans. Et puis ce qui est assez fou, c'est que tous ces ralentissements peuvent aussi, comme je disais, être facilités par l'ouverture d'esprit ou on va dire la motivation de certains individuels, comme ça peut être aussi ralenti. On a tout le temps tendance à croire que on travaille dans un grand groupe, c'est des process hyper lents, etc. Et moi, l'expérience que j'en ai retenue quand je suis allée notamment à Los Angeles, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, les process que tu peux t'imaginer quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans le pays d'origine, en local, etc., qui te paraissent être vraiment
impossible à faire évoluer, impossible à faire bouger, etc. Bah, en fait, sur place, des fois, ça peut dépendre que d'une personne qui a envie d'être relou et qui a envie de valider tout, c'est-à-dire toutes les stratégies, tous les trucs, etc. Donc c'est pas vraiment uniquement, je pense, parce que les process se mettent pas en place seuls. Ils sont forcément mis en place par des comportements d'individus, de groupes d'individus, que ce soit le management, que ce soit voilà, on va dire l'opérationnel, etc. Donc c'est important d'essayer de décortiquer pourquoi il y a des process aussi figés et comment on peut faire en sorte de passer outre, ou en tout cas, si on ne peut pas passer outre, comment on peut s'adapter pour que ça ne devienne pas voilà, une frustration quotidienne. Après, c'est l'expérience que moi j'en ai eue. Je sais pertinemment à quel point ça peut être très complexe dans d'autres groupes internationaux ou français, etc. Moi, j'ai eu un peu cette chance d'être au final, voilà, dans une espèce de quand je suis arrivée chez Sony, on était 60. Je suis partie, on était moins d'une trentaine. Donc c'est limite une PME dans cette filiale. Donc on avait un peu la chance d'être dans une boîte à taille humaine, mais qui faisait quand même partie d'un grand groupe avec, on va dire, des rouages assez complexes. Ouais, le best of both worlds, un petit peu. Exactement. Toi, t'es partie aux États-Unis, à Los Angeles, hein, si je dis pas de bêtises, pendant un certain temps, en plein milieu de tes 10 ans chez Sony. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est fait? Comment t'es tombée sur l'opportunité? Est-ce qu'on te l'a proposé ou est-ce que c'est toi qui allais la chercher? Et du coup, là-bas, qu'est-ce que tu y as fait? Et est-ce que d'ailleurs, là-bas, est-ce que tu y as rencontré la personne un peu goulot d'étranglement et qui mettait en place tous ces process qui te retombaient dessus quand tu étais en France? Oui, alors je suis partie effectivement donc quelques mois à LA en 2017. J'ai fait 4 mois, je crois, et c'était absolument fantastique. Moi, mon but absolu en rejoignant Sony, de toute façon, c'était d'aller travailler à un moment donné à LA. C'était un rêve pour moi et j'ai tout fait pour justement y arriver. J'ai toujours été très très proche des équipes américaines avec qui ça se passait très bien. Une opportunité s'est présentée pour un job là-bas et finalement c'est quelqu'un qui a la nationalité américaine qui a pu avoir ce job, mais ils ont mis en place une espèce de programme justement dans les équipes marketing pour ramener des chefs de produits d'un peu partout dans le monde, un peu en roulement. Donc j'ai été la première à faire ce programme d'échange. Donc je me suis retrouvée catapultée, donc quitter la France, tout lâcher pour mettre en pause pendant 4 mois pour me retrouver à LA sur un job de coordination marketing. Et c'était fantastique pour moi de me retrouver tous les matins sur le lot, d'aller chercher un café, de croiser des réalisateurs, de croiser des équipes en plein tournage dans un lieu aussi emblématique. C'était exceptionnel. J'en ai savouré chaque seconde. Ça me manque encore aujourd'hui. Voilà, c'était fou. Et puis c'est vrai que après, voilà, il y a eu une opportunité pour ouvrir un poste. Ça s'est pas fait parce que, encore une fois, des choses comme les lois américaines, la politique américaine, Monsieur Trump qui fait des annonces. Voilà, on s'imagine pas qu'un jour des décisions comme ça qui soient aussi loin de soi puissent au final avoir une énorme conséquence sur sa vie. Je pense que si Donald n'avait pas été élu et n'avait pas intégré voilà des règles de geler en tout cas les embauches pour les non-américains dans les grands groupes comme ça, je pense que ma vie là serait foncièrement différente. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On apprend, on s'adapte et au final c'est pas plus mal. J'en ai énormément appris et je continue d'y aller. J'ai encore énormément d'amis là-bas. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai effectivement rencontré ces fameuses personnes qui ralentissaient les process. Et pour moi, ça a été assez fou parce que on ne s'imagine pas quand on rentre dans un groupe comme ça que des gens aussi haut placés puissent avoir autant la tête dans le guidon dans l'opérationnel. Et puis il y a un autre truc aussi moi qui m'a énormément marqué, c'est qu'on se rend très vite compte qu'en fait, en tant que territoire dans un grand groupe, on ne vaut rien. Aujourd'hui, dans un groupe américain, alors quand on est du côté de la France, voilà, quand on doit envoyer des presses, des reporting, etc., on doit passer des heures dessus, on se dit, punaise, c'est pour le home office, il faut impérativement que ce soit... Ouais, en fait, une fois sur place, tu te rends compte que tout ce que tu fais, que tu l'aies fait ou pas, ça change pas énormément parce que leur intérêt, il est sur le territoire, il est sur le domestique, et qu'au final, t'es un tout petit pays par rapport à voilà des territoires beaucoup plus forts que toi, dont toi tu n'entends pas nécessairement parler quand tu bosses au quotidien.
Donc ça permet de relativiser, et je crois que c'est une expérience qui m'a permis aussi un petit peu de de lâcher du lest sur la pression que je me mettais en rentrant en France, parce que c'est vrai que j'ai toujours été une grande on va dire moi, j'ai toujours été obsédée par mon métier, et je voulais toujours que tout soit super, que tout soit parfait, etc. Et puis en fait on se rend compte que si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ouais, ça donne envie. Justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc tu étais dans le département, VOD, donc Sony Pictures Home Entertainment. Heu, du coup, tu as eu le plaisir de travailler sur des lancements de films de très, très grande envergure, des super noms. C'était quoi exactement ton rôle? Combien de temps, en moyenne, on travaille sur un lancement d'un film comme ça? Alors je vais parler plutôt sur le territoire en France, hein, puisque c'est là que tu as passé le plus clair de ton expérience chez Sony. Voilà, qu'est-ce que c'est une journée type de chef de produit chez Sony Pictures Home Entertainment? Alors à l'époque, et c'est assez drôle parce que cette question, j'aurais pu te donner plusieurs réponses en fonction de mes années d'expérience là-bas. Ouais. Quand je suis arrivée, comme je disais tout à l'heure, on était une soixantaine. Euh, donc on avait des services RP, on avait des agences, on avait tout un, on va dire des métiers qui étaient là pour faire des choses que nous ne faisions pas à l'époque en tant que chef de produit. Et puis les années ont passé et le secteur s'est cassé la figure et ça a été de plus en plus difficile. Des plans sociaux, des départs non remplacés, etc. Et donc forcément, on se retrouve au final. Enfin moi, je crois que sur les 5 dernières années, tu fais tout pour un lancement. Donc à la vidéo, donc tu t'occupes à la fois de la partie digitale, donc tout ce qui est VOD, achat définitif, etc. Et sur la partie physique, donc DVD, Blu-ray et tous les autres formats. On gérait tout le mix marketing, donc on gérait la stratégie RP, l'événementiel, la distribution, aller en rendez-vous négo avec les enseignes, valider les créas, écrire les synopsis. Voilà, c'était un métier qui était hyper complet. Moi, je me suis jamais ennuyée. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis restée aussi longtemps, parce qu'au final, chaque film était un projet à part entière. Et puis on a des lancements hyper différents. Moi, ça m'est arrivé de commencer à travailler sur des sorties 2 ans avant, sur des grosses licences comme Spider-Man par exemple, comme Blade Runner. Et puis il y a des petites sorties, voilà, de petits films qui sortent directement en VOD où on se met à bosser un mois avant et c'est emballé, c'est pesé. Donc c'est une expérience hyper intéressante. Et puis je crois que ce qui a été aussi très très intéressant pour ma part, c'est la partie ce qui m'intéressait moi, c'était la partie événementielle déjà que j'ai beaucoup développé, la partie social media, et puis aussi le média. C'est-à-dire que moi j'ai acheté du média, c'est ce qui m'éclatait le plus, de comment réfléchir à des campagnes impactantes. On faisait tout en direct, donc on avait une agence, mais on essayait de tout faire en direct pour garder la main dessus. Et moi je me suis amusée, et ça a toujours été, et jusqu'à la fin, un plaisir et une fierté d'aller au cinéma et de voir mon spot passer avant le film, d'aller en magasin, de voir les gens. Alors, je faisais ça assez souvent, ce qui peut paraître un peu étrange, mais j'allais souvent à la Fnac quand mes DVD sortaient pour observer un peu les gens qui prennent le produit, qui le regardent, c'est un peu taré, hein, mais j'étais tellement heureuse et fière de me dire ok, là peut-être que cette personne va à un moment donné passer un super moment parce que j'aurais réussi à faire passer le message que ce film est fait pour toi à ce moment-là. Donc enfin moi j'adorais mon métier, honnêtement. J'ai jamais eu, alors il y a eu des coups durs, hein, mais c'était un métier fascinant. Ouais, moi ça m'éclate, c'est exactement le genre d'histoire que j'adore entendre. Alors selon toi, du coup tu t'es éclaté, enfin il y a eu des coups durs, mais overall c'est quand même une super expérience. Pour toi aujourd'hui, donc avec le métier de chef de produit aujourd'hui, c'est quoi les qualités obligatoires qu'on doit avoir pour tenir dans la durée et réussir à ce poste-là, qui est un poste qui a quand même énormément de responsabilités? C'est pas une question facile, mais je crois que on va dire moi, la qualité qui m'a le plus servi, c'est de savoir s'adapter rapidement et de ne jamais s'appuyer sur ses acquis. Moi, pour ma part, j'ai vécu la transformation d'un métier, d'un secteur. Quand je suis arrivée, on vendait des millions de DVD pour des films. Je suis partie, le dernier plus gros film que j'ai sorti peinait à vendre 100 000 unités, quoi. Donc, on est obligé de se réinventer constamment et de se poser les bonnes questions.
Et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut pas avoir froid aux yeux. Surtout quand on est passionné, qu'on sait de quoi on parle. Il faut essayer de transmettre cette énergie et cette envie à ses interlocuteurs. Je le disais tout à l'heure, si jamais tu n'arrives pas toi-même déjà à convaincre tes propres interlocuteurs en interne, ça va être extrêmement compliqué de convaincre ton client. Moi, j'ai passé des heures à à préparer des présentations complètement barrées en déguisement avec de la musique. Enfin, je sais pas. Je me rappelle une des dernières sorties que j'ai fait. Voilà, je préparais la présentation stratégique de Pierre Lapin. Je suis arrivée à 8h du mat et j'ai transformé la salle de réu en petite ferme avec des carottes partout, de la terre, voilà, des trucs qui peuvent être, mais vraiment, alors, parfois ridicule aussi, hein, ça arrive, mais il faut savoir ne pas se prendre au sérieux. Mais je le disais, c'est important que chaque projet soit vraiment un projet à part entière. Je crois que c'est la recette pour ne pas partir au bout de 6 mois déjà, et puis de rester en tout cas aussi longtemps. Pour moi, chaque projet c'était mon bébé, quoi. Je le porte du début à la fin. Alors, du coup, j'ai des centaines d'enfants un peu partout maintenant, mais et je voulais que chaque personne qui doit babysitter ce bébé, l'aime autant que moi. Donc c'était important pour moi vraiment de transmettre cette passion. Et puis il faut aussi savoir s'arrêter. Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut s'arrêter quand on a fait le tour. Pour moi, je savais que je m'étais promis que je partirais si un jour j'avais plus envie d'aller travailler. C'est ce qui m'est arrivé en 2018. Donc je suis partie. Donc voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions, ne pas rentrer dans une routine, essayer de toujours se réinventer, parce qu'en fait, si on ne se réinvente pas, on n'y arrivera pas. Et puis, on n'arrivera pas non plus à atteindre les objectifs et tout ce qui va avec. Donc, c'est important, ouais. Après cette expérience donc très longue chez Sony, tu viens de le dire, tu t'en vas, tu décides que ça y est, c'est bon, tu as fait le tour et que tu veux voir autre chose et tu bascules dans l'univers start-up. Alors comment est-ce que tout ça se fait? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Qu'est-ce qui t'y séduit? Et maintenant que tu y es, est-ce que tu as l'impression, je sais pas, d'être plus libre, plus écoutée ou en tout cas, de faire des choses qui sont, fondamentalement différentes de ce que tu as fait, avant? Qu'est-ce qui fait que tu y restes, en fait? Alors, je crois qu'il y a, tu l'as entendu, je pense depuis le début. Hein, moi, j'étais passionnée par mon métier chez Sony. Je crois que j'ai fait, il y a deux choses qui m'ont déjà fait que j'ai pris la décision de partir. La première, c'est que j'ai fait un lancement qui était, je pense, le lancement le plus fou que j'aurais pu faire pour la sortie de Blade Runner 2049. Où là, je me suis dit, là, j'arriverai jamais à faire mieux que ce que j'ai fait. J'avais organisé une projection au Grand Rex, une expo, il y avait la voiture du film, il y avait une after party. Enfin, c'était la soirée la plus stressante de ma carrière. Et je me suis dit, là, c'est impossible de faire mieux. Donc, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, et puis, d'un point de vue personnel aussi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a beau tout donner, on a beau être passionné, la flamme, au final, s'éteint un petit peu au fur et à mesure, parce que, on ne peut pas maîtriser la chute d'un secteur comme ça. On a beau donner toute notre énergie pendant plusieurs années, c'est usant, c'est un contexte difficile, des plans sociaux, des départs, des burn-out. Donc, j'ai pris la décision de partir. C'est une décision à laquelle je réfléchissais depuis mon retour de Los Angeles. Au final, l'opportunité m'est un petit peu tombée dessus. Et la start-up, c'est pas nécessairement quelque chose que je connaissais ou que j'envisageais, mais donc les fondateurs de Seriously, Aurélia, Alison et Damien, qui sont de vieux amis, donc j'avais commencé un peu à suivre en fait leur projet avant la naissance. Puis je suis partie à LA, eux ont fait leur petit bout de chemin, et puis à mon retour, ils ont décidé de m'accueillir quelques mois plus tard, 1 an plus tard. Ce qui m'a le plus intéressé déjà, c'était de rejoindre une boîte, où le poste déjà était hyper intéressant, qui m'octroyait beaucoup plus de responsabilités, et tout était à construire. Donc pour moi, c'était comme ressortir un nouveau projet chez Sony, partir de zéro et construire quelque chose. Sauf que là, c'est beaucoup plus, à plus grande échelle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est d'être dans une boîte qui me permet d'avoir autant de liberté parce que je connais mon business et je suis en fait toute seule sur mon pôle d'expertise. On est aujourd'hui 5 associés managers, on a chacun notre propre expertise. Il y a une profonde confiance entre nous et ça nous permet de nous écouter les uns les autres, de se challenger aussi. Et du coup, ça m'intéressait de continuer, on va dire, mon expérience professionnelle dans
dans une boîte humaine, parce que c'était aussi le cas chez Sony. Moi, j'étais très attachée à l'humain. Je l'ai dit, on était à la fin une trentaine de personnes. Le jour de mon départ, j'ai dû faire un discours. Bon, bah évidemment, je me suis mis à sangloter pendant 1 heure. C'était ridicule. Et j'ai même pas réussi à aligner 3 mots. Mais voilà. Et aujourd'hui, deux de mes deux anciennes collègues sont mes demoiselles d'honneur. Ça marque une vie, je pense, surtout quand c'est son premier job. Donc c'était important pour moi d'arriver dans une nouvelle entreprise où je savais que j'allais avoir aussi cet attachement aux gens, et puis des gens qui ont envie de pousser un projet. Et je crois qu'on peut pas rêver mieux qu'à d'avoir des gens qui ont envie de pousser leur propre projet. C'est leur bébé, donc. Donc ouais, il y a un vrai univers de collaboration, on fait ça tous ensemble et on le monte au plus haut où ça peut aller. Exactement, ouais. Et du coup, donc Seriously, tu l'as dit, ça a été fondé par 2 femmes et un homme, Aurélia, Alison et Damien. Est-ce que tu as l'impression que ce leadership plus féminin au final, ça influence un peu l'atmosphère déjà de travail en bien, en mal, ou au contraire pas vraiment? Et au-delà de ça, est-ce que ça donne une espèce de boost un petit peu différent de ce que tu as pu avoir avant? Ouais, j'ai ressenti clairement une différence avec un leadership féminin et jeune aussi. Il faut savoir que j'étais dans une boîte où le management était déjà majoritairement masculin, d'une autre génération, donc un petit peu plus old school, c'était très différent. Pour ma part, j'ai jamais eu froid aux yeux, j'ai jamais eu ma langue dans la poche, donc c'est vrai que j'ai jamais été bridée quand j'étais chez Sony face à ces hommes pour dire ce que je pensais. Mais je sais que aujourd'hui, j'ai moins de scrupules à le faire parce qu'il y a beaucoup plus de bienveillance. Et je crois que il y a aussi un équilibre qu'on a pu trouver avec chez Seriously, parce que c'est deux nanas, et Damien aussi, mais surtout Aurélia et Alison, et la mienne, on a eu toutes les trois une expérience de femmes qui ont évolué dans de grands groupes. Donc on a pu constater dans de grands groupes l'idée par des hommes. Donc on a pu constater certains malaises et certaines choses qu'on n'a pas envie de réitérer dans notre entreprise. Donc du coup, c'est important pour nous parce qu'on se parle de façon très transparente. Il y a pas de compétition et c'est très sain en fait comme relation. Et puis moi, ce qui m'a fait aussi énormément de bien, c'était d'arriver dans une boîte avec beaucoup plus de diversité. Il y avait pas beaucoup de gens du 9-3 chez Sony. On était 2, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir de la diversité dans une société, et nous en tout cas on fait en sorte que ce soit le cas chez nous. Ouais, c'est génial. Et du coup, donc, alors, si j'ai bien compris, en fait, t'es associée à Seriously, c'est ça? Tu t'es lancée à fond dans l'aventure. C'est ça, j'ai rejoint, donc on a fait une première levée cet été, donc l'été 2019, du coup, donc c'est pas du tout cet été, mais j'ai rejoint les équipes au moment de la levée, absolument. Ok, d'accord. Non, d'ailleurs, cet été, mais c'était bien avant. Ça sera avec grand plaisir pour un prochain épisode que je te poserai plein de questions sur le process d'une levée de fonds et des startups aujourd'hui. Bon, je pense pas qu'on aura le temps dans ce premier épisode, mais avec grand plaisir si tu veux revenir. Avec plaisir. Du coup, j'aimerais bien aussi qu'on ait le temps aussi de rentrer dans le détail de ton métier. Est-ce que, justement, on parlait tout à l'heure de process qui sont assez lourds, bien que pas forcément trop contraignants. Mais est-ce que tu as l'impression qu'en startup, les choses sont plus simples ou au contraire, parce que c'est un projet tout neuf, qu'il faut tout construire à tous les niveaux, tu rencontres plus d'obstacles au quotidien? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, c'était de me rendre compte à quel point tout était simple au sein d'un groupe. D'un point de vue matériel qu'organisation, voilà, c'est une machine qui roule avec des process. Tout le monde se plaint un peu des process quand on est dans des boîtes comme ça, mais quand on voit l'envers du décor, ça reste quand même des process qui facilitent la vie. La startup, pour moi, ça a été un peu la découverte du système D, quoi.
je me suis retrouvée seule dans mon propre service, à tout construire à partir de quasiment zéro, après avoir passé 9 ans entourée, encadrée avec un manager, et puis en plus avec de la responsabilité de trouver une stratégie commerciale qui puisse faire tenir la boîte le plus longtemps possible. Donc ça a été intéressant. Après, je crois qu'un des obstacles qu'on peut vivre aujourd'hui et que moi j'ai pu constater quand j'ai fait mon premier rapport d'étonnement, c'est quand on monte un projet et qu'on n'a pas nécessairement l'expérience de l'auto-entrepreneuriat, c'est important de maintenir un certain niveau de communication en interne. Alors c'est assez contradictoire parce qu'on peut se dire ah bah ouais mais en startup on est quand même beaucoup moins. Quand on a une organisation horizontale, en fait on peut très très vite se retrouver en silo et l'information ne passe pas correctement. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut aussi se forcer à mettre en place des process, à faire des réunions, etc. Donc voilà. Et puis il y a aussi la limite de son propre métier. Donc on a tendance un peu à faire un petit peu de tout. On est tous censés être un peu polyvalents et se co-manager, mais il faut aussi connaître ses limites et les reconnaître quand on maîtrise pas. Voilà, on peut pas maîtriser tous les métiers non plus, quoi. Ouais, ben justement. Donc toi, ton titre, si je me trompe pas, c'est directrice sales et partnership chez Seriously. Dans ce cadre-là, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et est-ce que tu peux le faire en nous donnant, par exemple, une journée type pour toi? Alors moi, je suis une grande fan des routines et autres organisations. Donc, est-ce que tu peux nous donner, du moment où tu te lèves au moment où tu vas te coucher, une journée exemple chez Seriously? Alors moi, mon but, mon rôle au sein de la boîte, c'est de ramener du chiffre d'affaires par tous les moyens possibles et imaginables. Il faut que je ramène du chiffre pour faire vivre, du coup, pour payer les salaires de mes collaborateurs et puis pour faire vivre un peu la boîte. Donc ça passe par énormément de choses. Ça passe par la pub, par le brand content et tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai à la fois une casquette très commerciale pure avec beaucoup de prospection, etc. Mais j'ai aussi encore beaucoup d'éléments de marketing stratégique dans mon métier, puisqu'il y a tout un storytelling à travailler, parce que c'est facile de ramener du CA à une boîte quand on s'appelle Sony, et quand on s'appelle Seriously et qu'on est très peu connu, c'est un autre challenge. Donc c'est vrai que j'ai pas nécessairement de journée type. Généralement, oui. Alors je me lève, je vais au bureau, j'arrive, je fais un premier point déjà finance, programmatique, etc. et plus un point chiffré pour voir, on va dire un peu la data de la journée de la veille, etc. Ensuite, je fais plutôt un point opérationnel sur les campagnes en cours, donc avec les différentes équipes, que ce soit les équipes éditos, réseaux sociaux, l'équipe vidéo. Et puis après, je fais de la prospection, soit de contact, soit de campagne. Et puis avec un peu de chance, j'aurai peut-être un rendez-vous dans la journée pour aller présenter Seriously. Mais voilà, donc il y a un petit peu de tout. On essaye de se garder, on va dire, une certaine liberté dans notre façon de travailler les uns avec les autres. Donc on a des points hebdo, etc. avec les différents services. Mais c'est vrai que je suis assez autonome dans mon métier, mais je suis aussi seule, donc forcément ça m'octroie un petit peu plus de liberté, de flexibilité dans mon organisation. Ok, pour mettre tout ça en place, donc puisque tu es hyper autonome, j'imagine que c'est toi qui as mis absolument tous tes process, en tout cas dans ton département, en place. Quels sont, selon toi, les meilleurs outils de tous les jours? Alors là, c'est une question vraiment pour les gens qui sont dans le sales, dans le marketing. C'est mon cas, donc je t'en prie, donne-moi des outils pour tous les jours. C'est des outils sans lesquels ta journée ne serait pas aussi fluide et en fait, sans lesquels tu serais moins efficace. Alors moi j'ai 4 outils, c'est un peu mes 4 cavaliers de l'apocalypse. C'est mon téléphone, je suis tout le temps au téléphone, donc soit pour aller soit passer des coups de fil, voilà. Excel, qui est un outil avec lequel que je maudissais quand j'étais chez Sony et que j'ai appris à aimer avec de tout mon cœur. Donc c'est vraiment aujourd'hui un outil qui me permet de travailler correctement et de bien m'organiser. Donc il y a pas mal de choses que j'utilise justement entre Excel, Trello, des outils comme ça que je ne connaissais pas, parce que quand on travaille dans un grand groupe, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se rend pas compte d'à quel point de la chance qu'on a quand tout arrive un peu comme ça par magie dans son ordinateur, sur son bureau, c'est super. Ouais. Mais quand on démarre,
Et bah tout ça c'est un coût, donc c'est pas nécessairement on va dire des objectifs tout de suite, des priorités pardon. Donc on apprend avec ce qu'on a. Donc moi j'utilise beaucoup ça, j'utilise énormément Analytics aussi. Google Analytics, tous les outils que Google met en place, justement, je me suis trouvé une passion pour l'analyse des chiffres, alors que c'est pas du tout de base ce que j'aime le plus. Mais donc c'est hyper intéressant. Et puis enfin LinkedIn qui est aujourd'hui mon outil principal de prospection, de réseautage, avec toutes ses qualités et ses défauts, mais qui me permet quand même de trouver, on va dire, les interlocuteurs à qui il faut que j'aille présenter sérieusement. Bah justement, je voulais qu'on parle ensemble de la notion de networking, puisque j'ai, en tout cas dans les métiers du marketing, de la vente, des partenariats en général, et puis plus généralement encore le divertissement lui-même, je pense que c'est extrêmement important. À part LinkedIn, est-ce que tu as vu des choses autour de toi, des événements ou d'autres plateformes, ou voilà, des bonnes pratiques pour networker comme il faut dans notre milieu? Alors, dans notre milieu, pas énormément. De ce que je constate, en tout cas, aujourd'hui de l'extérieur, c'est qu'il y a pas mal de trucs de networking pour les startups, etc., etc. Mais j'en ai pas, on va dire, moi, trouvé encore qui soit, on va dire, intéressant. Moi, pour ma part, j'ai compris dès la sortie de la fac l'importance du networking. Enfin, on sait pertinemment aujourd'hui que dans une vie professionnelle, il faut savoir, voilà, aller vers les gens, construire un réseau, etc. Alors c'est un peu plus facile pour moi parce que je suis naturellement assez sociable et entreprenante, donc c'est pas du tout difficile d'aller vers les gens. Et puis aussi, de par ma passion, j'ai toujours été impliquée de toute façon dans le milieu. J'avais un blog ciné, donc je participais à tous les événements, je rencontrais les attachés de presse aux projections, voilà. Et puis j'ai moi-même aussi beaucoup organisé d'événements, car j'adorais ça déjà dans un premier temps, quand j'étais chez Sony, parce que c'était aussi un excellent moyen de rencontrer du monde. Donc voilà, organiser des projections pour les clients, etc. C'était un truc qui m'intéressait. C'est des relations qui s'entretiennent qui s'entretiennent. C'est important aujourd'hui de se dire, ah bah tiens, je vais construire mon réseau parce que je vais ajouter telle personne sur LinkedIn. Non, ça suffit pas. Il faut du contact, il faut du partage de la recommandation, un petit coup de fil, un envoi d'ascenseur, voilà. Moi, j'essaye, dans la mesure du possible et avec les moyens que j'ai à disposition, d'aider les autres et d'être vraiment dans la bienveillance. Et c'est vrai que j'ai encore aujourd'hui, je pense, un réseau assez fort parce que j'ai su pendant très longtemps justement ne pas envisager le networking comme quelque chose à un sens. Le networking, c'est un ascenseur. Les ascenseurs, ça se renvoie et il faut être là les uns pour les autres. Donc c'est très important on va dire, de garder ça en tête. Ouais, je crois que c'est le conseil, en tout cas dans quand on veut faire du réseautage, quand on veut se lancer là-dedans, qui est tu n'es pas là pour uniquement recevoir. Le but, c'est d'abord de savoir ce que tu vas donner aux gens et potentiellement un jour, ils te le rendront. Ok, on a abordé énormément de sujets. Ça a même duré bien plus longtemps que ce que je pensais, mais en fait, j'aurais dû m'en douter parce qu'il y a tellement de choses dont je voulais parler avec toi. Est-ce que parmi tout ça, tout ce qu'on a dit, il y a eu des obstacles que tu as rencontrés au long de ta carrière qui seraient apparus clairement parce que tu es une femme? Comment est-ce que tu les as vécus? Comment tu les as surmontés? Et je te pose cette question-là parce que, évidemment, Prime Time, ici, je mets en avant des femmes du divertissement, de tout métier confondu. Et je pense que, bien que ce soit pas quelque chose dont j'ai envie d'uniquement parler, je pense que c'est quand même important de le mentionner parce qu'on vit toutes des choses qu'on aurait bien aimé ne pas vivre dans le milieu du travail, d'ailleurs tout secteur confondu. Mais je pense que c'est important de le mentionner. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont arrivées à toi et comment tu les as vécues, comment tu les as surmontées? Obstacle, non, parce que moi je m'arrête pas à ça. C'est-à-dire que je vais pas m'arrêter à une remarque sexiste ou misogyne, ou voilà. Et j'ai eu la chance, et vraiment là-dessus j'insiste, de ne jamais avoir eu de management, on va dire, qui m'empêche d'évoluer ou qui m'empêche de faire ce genre de choses parce que j'étais une femme. Alors par contre, après, bien sûr qu'on a tout entendu des remarques sexiste, misogyne. Le plus dur, je pense que c'est vraiment de rester stoïque quand on se prend une remarque.
parce que, enfin, si la relation avec l'interlocuteur est trop importante pour se permettre de réagir spontanément, quoi. Disons que c'est ça qui est assez compliqué. Moi, pour ma part, c'est un peu ça. Je suis assez rentre dedans, donc j'apprécie pas trop, voilà, ce genre de choses. Et je pense que beaucoup de gens, bien sûr, et j'espère que personne n'apprécie ça, mais selon les circonstances, c'est assez compliqué. Après, je l'ai constaté chez d'autres. J'ai été témoin de choses qui pouvaient être liées au sexisme. Rien que voilà, quand les filles ont lancé leur projet, j'ai ouï dire de rendez-vous avec des investisseurs, parce que évidemment quand on fait une levée de fonds, on doit rencontrer plein de gens. Et on se retrouve avec des gens qui nous disent mais pourquoi vous vous lancez dans un média comme ça, pourquoi vous faites pas quelque chose de féminin, pourquoi vous vous lancez pas dans un truc de maquillage, enfin j'en sais rien, mais voilà, où en fait la remise en question elle est pas et c'est assez étonnant parce que moi ce que je constate plus c'est aujourd'hui, maintenant que j'évolue dans un univers qui est celui des médias, du digital, etc., je constate plus, on va dire, de sexisme que ce que j'aurais pu constater quand j'étais chez Sony. Ah ouais. Et c'est assez étonnant. Donc du coup, voilà, là-dessus, quand t'es là pour pitcher et que on ne t'écoute pas, mais par contre on écoutera l'homme assis à côté de toi qui ne connaît rien de son sujet, mais qui du coup qui est un homme, davantage entendu parce que c'est un homme. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Après, moi j'ai toujours gardé en tête, on va dire, the big picture, donc on essaye de prendre sur soi et puis voilà, après on a de la chance de ne pas avoir eu à choisir de travailler avec ces personnes-là, donc ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà. Ok, merci beaucoup. J'ai quelques petites dernières questions. La première, ce serait à ce stade, est-ce que tu conseillerais plutôt à quelqu'un qui veut rentrer dans l'industrie du divertissement de tout tenter pour passer par la case major et grands groupes internationaux, ou de maintenant qu'on est dans un espèce d'élan de nouveaux projets, d'essayer de rentrer par la porte start-up? Évidemment, ça dépend un peu des uns et des autres et des expériences de chacun. Moi, je conseillerais plutôt de commencer par la case major si possible, et si possible dans un groupe plutôt à taille humaine. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on en apprendra le plus, et ça permettra la transition vers la start-up plus facilement. Parce que commencer un métier dans une start-up où il faut tout construire, où il faut partir de zéro, bon, c'est plus compliqué si on n'a pas une expérience déjà solide derrière. Et après, on va dire que c'est un avis parce que mon expérience a été comme ça et que je ne peux que conseiller ça. Mais il y a certainement des esprits d'auto-entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans. Allez-y, ne perdez surtout ne vous bridez pas. Mais c'est toujours bien en tout cas d'avoir un petit peu d'expérience pour tenir le choc, parce que c'est vrai que la start-up c'est très difficile aujourd'hui quand on est soit quand on est fondateur ou quand on a un poste à responsabilité comme le mien, voilà, d'avoir la responsabilité de salaire d'une quinzaine de personnes sur les épaules. Il faut pouvoir le supporter et ne pas craquer. Et ça passe par l'expérience et par la connaissance qu'on peut acquérir tout au cours d'une carrière. Ouais, ok, ça fait sens. Et enfin, est-ce que tu aurais un seul conseil à donner quand on veut évoluer dans l'industrie du divertissement, quand on veut s'y réorienter, ou en tout cas quand on veut y rester durablement? On a parlé d'adaptabilité. Est-ce que tu en aurais un autre précis à donner? Être patient. Je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient pour trouver du boulot, si c'est vraiment ce qu'on veut. Il faut être patient pour trouver du boulot. Il faut être patient dans des secteurs qui sont parfois difficiles. Il faut, voilà. C'est dur de trouver un seul conseil, mais je pense que c'est ça. Et puis rester droit dans ses baskets aussi. Voilà. Ça, c'est un peu les deux conseils que je donnerais. Ok, super, merci. Je les note et je vais les appliquer. Je voudrais finir par un sujet qu'on a toi et moi en commun, qui a un rapport avec le divertissement, que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette interview. Et ce sujet, c'est Buffy contre les vampires. Parce que je suis une
méga super fan de Buffy contre les vampires et je crois que toi aussi. Et il y a eu énormément d'analyses qui ont été faites sur l'œuvre Buffy jusqu'à des universités à Londres notamment. Et elle a été sur la dernière décennie érigée un petit peu en espèce de bannière féministe dans la pop culture. Est-ce que tu peux me dire ce que Buffy représente pour toi et si cette série et ce personnage t'ont aussi influencé dans ta carrière et puis dans ta vie personnelle tant qu'on y est? Ouais, alors effectivement, Buffy, c'est ma série préférée. Voilà, pour moi, c'est l'héroïne la plus badass et touchante de l'histoire de la télévision. Personnellement, elle m'a accompagnée pendant 7 ans à un âge où on apprend à se construire, voilà, quand on est ado. Et à l'époque, des femmes comme elle, il y en avait pas beaucoup, quoi. On était habitués à voir, voilà, on va dire des petites bimbos dans Melrose Place, etc. Des Buffy, il y en avait pas beaucoup. Donc c'est un personnage dont l'histoire et dont voilà l'expérience m'a énormément je pense marquée et influencée. Alors après jusqu'à aller dans mes choix de carrière, je sais pas puisque je suis pas tueuse de vampires, donc je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que mon goût prononcé pour les langues est passé par Buffy, est passé aussi par les Spice Girls, hein, mais surtout par Buffy. Donc pourquoi pas, effectivement, indirectement, peut-être que au final, je suis là où j'en suis aujourd'hui grâce à elle. J'ai envie d'y croire en tout cas. Bah c'est évident que, enfin, moi je trouve que les dialogues de Buffy sont vraiment vraiment incroyables. Là c'est marrant parce qu'en faisant mes recherches, je suis actuellement en train de re-regarder Buffy en confinement en me disant allez c'est reparti pour un tour. Donc j'ai trouvé ça vraiment très drôle et je trouve que les dialogues sont vraiment excellents pour une série dont la cible est quand même effectivement les ados et jeunes adultes. Et moi ça m'a aussi énormément aidé dans mon apprentissage de la langue anglaise. Après The Good Wife qui reste ma série préférée, Buffy est quand même une des héroïnes qui m'a clairement menée vers le divertissement en me disant putain moi j'ai envie quand même de bosser dans une industrie qui produit des œuvres comme ça, c'est quand même assez cool. Ouais, et puis ce qui est intéressant avec Buffy, c'est que c'est pas uniquement l'héroïne et le fait d'avoir une femme forte, c'est aussi des thématiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir traitées à l'époque, sur l'homosexualité, sur la perte des proches, donc il y a vraiment une histoire sous-jacente très très forte avec tout ça et des thèmes qui sont très forts et que le réalisateur et que le créateur Joss Whedon a vraiment réussi à mener à bien, quoi. Ouais, je suis absolument d'accord. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si tu veux, s'il y a des gens qui ont des questions après ce podcast? Absolument, vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis assez active, donc c'est Sarah K, S-A-2-R-A-K, je vais faire un underscore après, et surtout, n'hésitez pas à suivre Seriously, si jamais voilà, vous êtes intéressé par un jeune média lancé depuis bientôt 3 ans par des jeunes femmes fortes et qui ont envie d'y arriver, soutenez-nous. Eh ben, tous les liens pour retrouver Sarah et pour retrouver Seriously, bien sûr, seront dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Sarah. Et voilà, c'est terminé pour ma conversation avec Sarah. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens sont évidemment dans les notes de l'épisode. Et pour la petite histoire, si vous avez tenu jusque-là, vous avez le droit de le savoir. Sarah et moi nous sommes rencontrés via le groupe que j'ai fondé à la fin de l'année sur Facebook, qui est un groupe professionnel qui s'appelle les BizDev de l'entertainment. Il est ouvert à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et bonne semaine à vous.